Et si, sous nos pieds, existait un monde caché que la science commence à peine à comprendre? Des châteaux dans les profondeurs jusqu'aux cloches de l'enfer dans les cénates. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les biologistes ont découvert dans des grottes profondes et anciennes. Numéro 8, le château de la grotte. Caché au cœur des brumeuses montagnes karstiques de Slovénie, se trouve une forteresse sans pareille. Le château de Predjama, connu sous le nom de château de la grotte, semble moins avoir été construit qu'extirpé de la terre elle-même. Il s'agrippe à une falaise imposante, juste à l'entrée d'une immense grotte, comme si la montagne l'avait avalé à moitié. Les murs ne se contentent pas de s'appuyer sur la roche, ils semblent pousser à partir d'elle, fusionnant pierre sur pierre, jusqu'à ce qu'il soit impossible de distinguer où finit la nature et où commence le château. Et ce n'est que le début du mystère. Cette étrange créature de pierre tient debout depuis plus de 800 ans et, pendant tout ce temps, elle a conservé le titre du plus grand château-grotte du monde. Même le livre Guinness des records l'atteste. Mais la véritable histoire du château de Predjama ne réside pas dans sa taille. Elle se trouve dans les secrets qu'il renferme. Il y a bien longtemps, un chevalier audacieux nommé Arazem de Predjama fit de ce lieu inquiétant sa cachette. Ce n'était pas un chevalier comme les autres. C'était un noble rebelle qui osa défier les puissants Habsbourg. Et quand ils sont venus le chercher, pensant pouvoir l'attraper comme une bête, ils ont découvert à quel point il se trompait, car Arazem gardait un secret. Sous l'intérieur rocheux du château s'étendait un labyrinthe de tunnels cachés. Pendant que l'armée impériale campait à l'extérieur pendant plus d'un an, croyant l'avoir acculé, Arazem utilisait ces tunnels pour faire entrer des provisions en cachette et même provoquer ses ennemis. Certains disent qu'il répondait au feu des assiégeants puis disparaissait dans l'ombre comme un fantôme. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Un jour, quelqu'un de son entourage l'a trahi. La légende raconte qu'en l'an 1484, alors qu'il était assis sur les toilettes dans l'une des chambres supérieures, un boulet de canon a traversé le mur de pierre. Il l'a atteint là où il était assis. Les détails sont accablants et il importe peu que chaque partie soit vraie ou non, car l'histoire est restée vivante pendant plus de 500 ans. On la raconte encore et personne ne peut regarder la fenêtre de la salle de bain sans imaginer ce moment. Mais le frisson ne s'arrête pas là. Même aujourd'hui, en parcourant le château, on a l'impression que l'air lui-même transporte des histoires sous les élégantes arches et les tapisseries usées. Les chauves-souris nichent dans les grottes inférieures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette même grotte est devenue un refuge pour les partisans. La résistance cachée exactement là où Arazem s'était dissimulé, et à des époques plus récentes, a captivé l'imagination des conteurs du monde entier. Certains disent que George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, est resté sans voix devant cet endroit. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Son mélange de danger et de romantisme, de beauté et d'étrangeté, semble tout droit sorti d'un roman de fantasy. Predjama peut être magnifique, mais aussi profondément troublant. C'est ce qui le rend inoubliable. Et pourtant, ce n'est que le premier acte. Au loin, dans les collines du Kentucky, une autre histoire se cache sous terre. Numéro 7, la grotte de la rivière perdue. Caché dans un gouffre boisé, cet endroit commence comme une illusion d'optique. Au début, on ne voit qu'une rivière couler paisiblement jusqu'à ce qu'elle glisse sous une corniche de calcaire de 15 mètres et disparaisse dans l'obscurité. Où va-t-elle? Cette question a intrigué les gens pendant des années. Les habitants croyaient que cette rivière était la plus courte et la plus profonde du monde. C'était une affirmation étrange, mais enracinée dans une vieille erreur. Les premiers explorateurs ont descendu un poids de mesure dans le trou bleu, qui était une impressionnante vasque turquoise, juste à l'entrée de la grotte, ils ont relevé une profondeur de 132 mètres. Cela a surpris tout le monde, car la rivière semblait n'avoir qu'environ 120 mètres de profondeur. Les calculs n'avaient aucun sens. Malgré tout, l'histoire a perduré et est vite devenue une légende. Ripley S. Believit-or-not l'a même déclarée comme l'une des rivières les plus étranges du monde. Mais la grotte avait une autre facette. Dans les années 1930, quelqu'un a eu une idée si étrange qu'elle semblait presque inventée, transformer l'entrée de la grotte en discothèque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un homme nommé Jimmy Stewart a construit la discothèque caverne à l'intérieur de la grotte. C'est devenu un lieu à la mode, attirant même des artistes nationaux comme Dinah Shore.
Le magazine Billboard l'a qualifiée de la seule discothèque climatisée des États-Unis grâce à la brise constante de 12 degrés qui soufflait depuis les profondeurs de la grotte. L'énergie du lieu provenait de la rivière elle-même et une roue hydraulique tournait pour alimenter un générateur de 15 kW, totalement indépendant du réseau électrique. Ça a marché pendant un certain temps, mais une fois que la climatisation est devenue courante, la nouveauté s'est estompée. Dans les années 1960, la musique s'est arrêtée et la grotte, autrefois pleine de vie, est tombée dans le silence. Et c'est alors que la décadence a commencé. Avec le temps, les gens ont commencé à jeter des déchets dans la grotte. Pendant des décennies, elle a été traitée comme un endroit oublié. Mais dans les années 1990, des bénévoles locaux se sont mobilisés, ont nettoyé, se sont battus et ont refusé que l'histoire s'arrête là. Et petit à petit, la grotte a repris vie. Cependant, certaines choses ne sont jamais parties. On raconte encore que Jesse James se cachait dans l'ombre après un braquage. La vérité reste incertaine, mais l'histoire est irrésistible. D'autres parlent de soldats de l'Union qui se sont noyés ici pendant la guerre de sécession. Plus troublantes encore sont les histoires de médecins qui faisaient entrer en cachette des prisonniers condamnés dans la grotte pour y pratiquer des dissections secrètes. Même les histoires de fantômes ont trouvé leur place ici. Certains disent avoir vu une femme en longue robe blanche danser seule sur l'ancien sol de la caverne. On dit qu'elle ne lève jamais les yeux, elle tourne simplement encore et encore au rythme d'une musique qui ne joue plus. De plus, la grotte peut encore se montrer violente. Au printemps 2021, une série de tempêtes a frappé la région. Les eaux ont inondé la grotte et endommagé les sentiers, et les équipes se sont précipitées pour réparer ce que la nature avait détruit. Même maintenant, la rivière qui disparaît sous terre nous rappelle qu'elle n'a pas encore fini de raconter son histoire. Mais il ne trouvera rien de semblable à ce qui a été découvert dans la grotte suivante. Numéro 6, la grotte de la flûte de roseau. Sous les hautes tours de roseau vert de Guilin, en Chine, se trouve une grotte qui paraît presque irréelle. Ces grands roseaux ne sont pas des plantes ordinaires. On peut les tailler en flûte, c'est pourquoi la grotte s'appelle la grotte de la flûte de roseau. À première vue, l'entrée semble paisible et silencieuse, mais une fois à l'intérieur, tout change. Un monde caché s'ouvre soudainement, un monde qui ressemble plus à un rêve qu'à un lieu terrestre. Les parois prennent des formes qui semblent sculptées par un génie, mais aucun artiste ne les a jamais touchées. Les colonnes s'élèvent comme les piliers d'un palais oublié. Des rideaux de roches semblent flotter dans l'air et des formes animales apparaissent au détour des recoins. Mais voici ce qui captive vraiment, les projecteurs diffusent des vagues de couleurs sur chaque surface. Le pourpre, le vert, l'or et le bleu glissent sur la pierre, comme si la grotte elle-même respirait la lumière. On a l'impression d'être entré dans un temple souterrain étincelant, illuminé par une force ancestrale. Les gens s'arrêtent net, bouche bée, sans savoir s'ils marchent dans la nature ou s'ils montent sur une scène de néon. Et ce n'est que le début. Tout l'espace est fait de calcaire, façonné uniquement par le temps et l'eau. Un guide l'a un jour appelé le palais des arts naturels, et cette description semble presque trop simple. Les érudits connaissent cet endroit depuis plus de 1000 ans et ont découvert plus de 70 gravures et poèmes sur les murs, laissés par des voyageurs depuis la dynastie Tang, vers l'an 792. Mais, d'une certaine manière, ce lieu magique a disparu de la mémoire. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque chose s'est produit. Lorsque les forces japonaises ont envahi la Chine, les réfugiés se sont enfuis dans les collines. Certains ont allumé des torchers à l'intérieur de la grotte pour s'y réfugier. Et c'est alors qu'ils ont vu les inscriptions oubliées, les murs brillants et le miracle caché en pleine vue. À partir de ce moment-là, la grotte de la flûte de roseau est revenue dans le monde. La parcourir, c'est comme marcher dans une galerie d'art naturel, créée non pas par des mains humaines, mais par la terre elle-même. Et combien de temps a-t-il fallu pour que ce lieu se forme? Le calcaire date d'environ 180 millions d'années. C'est avant l'ère des dinosaures. Pendant des millions d'années, elle est restée silencieuse, isolée du monde. Et maintenant, des gens du monde entier voyagent juste pour la voir. Certains visiteurs commentent à quel point les formations semblent briller. Cette lueur provient de minuscules cristaux à l'intérieur de la pierre. Parfois, d'étranges plantes ou algues apparaissent, comme des particules brillantes qui adhèrent aux parois de la grotte. Ensemble, ces détails transforment la grotte en une sorte de machine à remonter le temps.
c'est un endroit où la poésie ancienne attend encore sur les parois de pierre et où les lumières du XXIe siècle dessinent désormais les contours de formes très historiques. Mais ce n'est pas la seule merveille souterraine qui se cache sous terre. Voyage en Pologne et là, sous la tranquillité de la campagne, quelque chose d'encore plus incroyable t'attend. Numéro 5, la mine de sel de Wieliczka. Non pas cachée dans une forêt, mais enfouie dans les profondeurs de la roche, la mine de sel de Wieliczka recèle une surprise inattendue. Pendant plus de 700 ans, les mineurs ont creusé ici non pas à la recherche d'or ou de bijoux, mais de sel. Et ce faisant, ils ont accompli quelque chose que peu de gens oseraient imaginer, ils ont construit une cathédrale souterraine. À une centaine de mètres sous la surface, se trouve la chapelle de Sainte-Kinga. On dirait moins une construction qu'un rêve. Les murs, les sols, les plafonds et même les lustres, tout est fait de sel. Au début, on descend par un escalier en bois. Ensuite, s'ouvre un vaste salon de 12 mètres de large, 18 de profondeur et 54 de long. Mène le sol est une dalle continue de sel poli. Au fond de la salle, se dresse un autel, mais il n'est ni en marbre ni en pierre. Lui aussi est en sel, sculpté pendant des décennies par des mineurs qui n'étaient pas seulement des ouvriers, mais aussi des artistes. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes est une sculpture murale de la scène, taillée avec tant d'habileté que les personnages semblent sur le point de tourner la tête et de parler. Le maître-autel, conçu par Joseph Markowski, abrite les reliques de Sainte-Kinga elle-même. La légende raconte qu'elle jeta un jour sa bague de fiançailles dans une mine de sel en Hongrie. Des siècles plus tard, on la retrouva dans la même mine où se trouve cette chapelle. Cette histoire lui valut le titre de fondatrice de Wieliczka. Même les lustres captent la lumière comme s'ils étaient en cristal. Mais en réalité, ce sont des cristaux de sel fondus et remodelés jusqu'à briller. Où que tu regardes, des salles et des anges apparaissent dans le sel. Même Dante et Copernic y ont leur place. Et plus tu t'enfonces, plus cela devient étrange. Cette mine est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces tunnels s'étendent sur 2 km et les visiteurs passent généralement des heures à les parcourir. Cependant, tous ces chemins mènent à un seul endroit, la cathédrale. Et elle est encore utilisée. Des gens s'y marient. La messe y est célébrée dans un silence si profond qu'on a l'impression d'être sous l'eau. L'acoustique est si parfaite que des musiciens donnent des concerts à l'intérieur des routes. Même à l'époque du régime communiste, des couples courageux s'y mariaient en secret. Mais si tu penses avoir vu l'œuvre d'art la plus ancienne de l'humanité, tu ne l'as pas encore vue. Pas avant d'aller en Nouvelle-Zélande. Numéro 4, les grottes au verre luisant de Wetomo. Dès que tu entres dans les grottes glowworm de Wetomo, tu as l'impression d'entrer dans un autre monde. L'obscurité t'enveloppe, dense et absolue. Mais alors, à mesure que tes yeux s'habituent, les ombres s'ouvrent au-dessus de toi. Le plafond commence à scintiller, non pas avec intensité, mais doucement, comme la lumière des étoiles qui montent à l'envers. Des milliers de minuscules lumières bleues et vertes apparaissent, dispersées comme une voie lactée cachée par le ciel de pierre. Et dans ce silence, la magie commence. La barque sous tes pieds avance en dérivant. Elle se déplace silencieusement, glissant sur une rivière souterraine qui semble vibrer d'une énergie ancestrale. À la lumière des bougies, les explorateurs d'autrefois contemplaient les formations irrégulières de calcaire qui s'élèvent autour de toi. Des parois qui ondulent comme des rideaux, des roches qui forment d'étranges silhouettes et des reflets qui scintillent sur l'eau immobile. Mais quand cette bougie s'éteint, tout change. Dans l'obscurité totale, le plafond s'illumine soudainement. Chaque point au-dessus de toi brille, comme s'il était éclairé de l'intérieur. Ce ne sont pas des étoiles ordinaires, mais des vers luisants, de minuscules créatures suspendues au plafond de la grotte. Chacune tisse un fil de soie qui oscille doucement. On a l'impression de tomber dans un rêve, car il n'y a d'autre son que celui de l'eau, ni d'autre mouvement que celui de la respiration elle-même. Bien avant que les étrangers ne découvrent cet endroit, les Maoris en connaissaient déjà le secret. Pendant des générations, ils se sont transmis des histoires de grandes créatures aquatiques, les Taniwa, qui auraient creusé ces grottes et protégé les esprits lumineux qu'elles abritaient. Le nom qu'ils ont donné aux vers luisants était Titiwe, ce qui signifie lumière reflétée sur l'eau, un nom aussi évocateur que le lieu lui-même. En 1887, un chef maori nommé Tan Tinoroa et un topographe anglais,
Fred Mez, décidèrent d'explorer au-delà de ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Ils sont entrés dans la grotte à bord d'une petite barque, avançant lentement à travers l'obscurité en prenant un virage. Sans aucun avertissement, le plafond s'est illuminé au-dessus d'eux. Ne tenant qu'une bougie, ils sont entrés dans la grotte des vers luisants. Des années plus tard, les historiens parleraient encore de ce moment avec émerveillement, comme si ces lumières les avaient attendus. À peine un an plus tard, Tinaro commença à guider les visiteurs à travers les grottes. Il n'y avait ni sentier aménagé ni éclairage, seulement la barque et l'obscurité. Il faisait tailler l'entrée, même à l'époque, les gens étaient attirés par le mystère. Cependant, ce que nous appelons des lucioles ne sont en réalité pas des lucioles. Ce sont les larves de petits insectes appelés Arachnocampa luminosa. Elles pendent du plafond à des fils de soie. Leur lueur est produite par un processus chimique naturel similaire à celui des lucioles. Chaque point lumineux est un piège qui attire de petits insectes, comme des papillons de nuit ou des moustiques, vers les fils de soie collants. La grotte peut sembler paisible, mais elle cache une lutte silencieuse pour la survie. Les scientifiques ont étudié ces créatures de près. La lueur provient de deux composés, la luciférase et la luciférine, qui se mélangent dans les organes du ver pour créer une lumière froide. Dans le monde de la grotte, dépourvues de nutriments, ces larves peuvent survivre pendant des semaines, parfois des mois, sans nourriture. Pourtant, elles attendent, brillantes et suspendues dans l'obscurité. Au fur et à mesure que ton bateau s'enfonce, tu peux voir comment les cils captent la lumière. Certaines larves se tortillent, attrapant leur proie. C'est magnifique, mais aussi étrange. Une chasse silencieuse qui se déroule au-dessus de ta tête. Cependant, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Oregon, une autre obscurité t'attend. Numéro 3, la grotte de la rivière de lave. Tu descends par un escalier métallique raide depuis un parking tranquille et tu passes sous une arche rocheuse basse. Au début, il n'y a qu'une ombre. Puis, d'un simple mouvement de la lampe torche, un tunnel apparaît, long, noir et sans fin. Tu es à l'intérieur de la grotte de la rivière de lave. L'air froid te frappe immédiatement et reste autour de 5 degrés Celsius, quelle que soit la saison. Même en plein été, ton souffle devient blanc. Le plafond se courbe comme l'intérieur d'une cathédrale. Mais ici, il n'y a pas de vitraux, seulement des formations rugueuses et acérées de basalte noir, façonnées par la chaleur et le temps. Tu avances lentement, ta lumière découpant un faisceau étroit à travers l'obscurité totale. Chaque pas résonne puis s'efface. Il n'y a ni vent ni oiseau, seulement tes propres sons. Comment a-t-on découvert cet endroit? Cette grotte est le résultat d'une éruption qui a eu lieu il y a environ 65 000 ans. À cette époque, le volcan Newberry a déversé des rivières de lave à travers le centre de l'Oregon. Au fur et à mesure que la surface refroidissait et durcissait, la lave en dessous continuait de s'écouler, creusant un canal. Lorsque le flux s'est finalement arrêté, l'espace qu'il avait laissé derrière lui est resté creux, silencieux et parfaitement conservé. Bien avant que les explorateurs modernes ne la découvrent, les tribus autochtones connaissaient déjà cette étrange formation. Les maisons d'Oxyliennes découvertes à proximité suggèrent que la grotte servait d'abri. Mais ce n'est qu'en 1889 qu'un chasseur pionnier a officiellement documenté son existence. S'étendant sur plus de 1675 mètres, la grotte de la rivière de lave est le plus long tube de lave continu de l'Oregon. Cependant, y marcher n'est pas facile. Il n'y a pas d'éclairage installé, seulement l'équipement que tu apportes. Les gardes forestiers recommandent 2 lampes frontales, et si tu perds tes piles, l'obscurité t'engloutira complètement. Certaines zones de la grotte sont larges et lisses. D'autres sont étroites, irrégulières et parsemées de rochers tombés. À un endroit, le tunnel devient si étroit qu'il faut ramper. L'air se refroidit et une légère odeur de soufre persiste, tandis que des cristaux de glace scintillent sur les parois. Ici, la lave a formé d'étranges colonnes noueuses, que les gens appellent des cycles de lave. Certaines s'élèvent comme des stalagmites, d'autres pendent bas. Et à un moment donné, l'eau qui goutte en continu du plafond devient le seul indice que le tunnel touche à sa fin. Le ruissellement chargé de sable a lentement rempli cette extrémité pendant des siècles. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve le sable, ni ce qu'il y a au-delà. Le mystère fait partie de ce qui le rend inoubliable,
car il pourrait y avoir une autre chambre, un tunnel effondré ou peut-être quelque chose d'encore jamais vu. Mais pour l'instant, il reste scellé. 30 mètres plus haut, les voitures circulent sur l'autoroute 97. Mais ici en bas, le temps semble figé. En hiver, la grotte est complètement fermée. Les chauves-souris viennent ici pour hiberner et les responsables du parc ne prennent aucun risque. Les visiteurs doivent se laver les bottes pour éviter la propagation du champignon du museau blanc, une maladie qui peut décimer les populations de chauves-souris. En gravissant les dernières marches, tu émerges à la lumière du soleil. Mais au fond de toi, subsiste le souvenir d'avoir marché dans un tunnel creusé par le feu sous des couches de roches millénaires. Numéro 2, les grottes de cristal d'Abaco. Bien en dessous des majestueuses crêtes couvertes de pins luxuriants de l'île d'Abaco, bien au-delà de la surface éblouissante baignée par le soleil radieux des Caraïbes et l'air tropical enveloppant qui caresse la peau, se cache un univers sous-marin totalement dissimulé, que très peu de chansons ont le privilège de contempler. Et un nombre encore plus restreint a réussi à en saisir toute l'ampleur. Ce n'est absolument pas un simple système de grottes ordinaires que l'on pourrait trouver dans n'importe quel coin de la planète. C'est en réalité un royaume fascinant et étincelant, fait d'eau parfaitement cristalline et absolument calme, où les plongeurs intrépides qui osent s'y aventurer doivent entamer leur descente dans un silence absolu, laissant derrière toute préconception ou attente sur la manière dont la nature peut se manifester sous ses formes les plus étranges et merveilleuses. Pour accéder à ce lieu magique, caché des regards quotidiens, les plongeurs aventuriers doivent s'équiper méticuleusement de combinaisons en néoprène épaisse et spécialisées qui les protégeront pendant la plongée, puis se glisser avec une extrême prudence à travers les étroits siphons d'eau douce qui servent d'entrée mystérieuse à ce monde souterrain. La descente commence de manière relativement calme et ordinaire, mais à mesure que les explorateurs s'enfoncent progressivement dans les profondeurs, l'environnement commence à se transformer de façon de plus en plus extraordinaire et inattendue. Peu de temps après avoir entamé cette traversée verticale, les plongeurs atteignent ce que les scientifiques appellent la locline, une fascinante couche ondulante qui ressemble à un délicat cristal liquide où l'eau douce, nettement plus légère, flotte naturellement au-dessus de l'eau salée, beaucoup plus lourde et dense. Il suffit d'une seule et subtile poussée à travers cette barrière naturelle pour que tout le paysage change radicalement sous les yeux du visiteur émerveillé. L'eau s'épaissit soudainement de façon perceptible. La lumière ambiante se transforme en une teinte hypnotique bleu-vert d'une profondeur indescriptible, et les faibles ombres autrefois reconnaissables s'estompent peu à peu jusqu'à devenir quelque chose de totalement nouveau et indéchiffrable pour l'esprit humain. Ce que les plongeurs vivent ensuite est presque trop surréaliste et bouleversant pour être décrit avec des mots terrestres. À l'intérieur de ces énigmatiques grottes inondées depuis des temps immémoriaux, les anciennes parois rocheuses explosent de spectaculaires formations minérales qui semblent tout droit sorties de rêves fantastiques plutôt que de n'importe quel traité de géologie conventionnelle. De délicates roses de cristal, formées au fil des millénaires, fleurissent majestueusement sur les plafonds des cavernes, tandis que d'imposantes colonnes calcaires aux proportions colossales s'élèvent majestueusement du sol sablonneux jusqu'à atteindre le plafond lointain, évoquant les majestueux piliers d'un palais ancestral oublié par le temps et la civilisation. Absolument tout, dans cet environnement privilégié, brille faiblement d'une lumière propre, délicatement baignée par les rayons lumineux qui se réfractent magiquement à travers l'eau cristalline et la roche translucide, créant ainsi un monde éthéré qui semble être resté perpétuellement suspendu dans un temps différent du nôtre. Ces merveilles géologiques sont officiellement connues sous le nom des légendaires grottes de cristal d'Abaco. Les habitants et les scientifiques les identifient par des noms simples mais évocateurs, comme la grotte de Ralph ou la grotte de Dan, bien que leur forme millénaire et leur structure primitive révèlent clairement que nous sommes face à des phénomènes naturels bien plus anciens et intacts que ce que n'importe quelle appellation moderne pourrait laisser entendre. Lors d'un moment particulièrement mémorable de l'exploration sous-marine, les plongeurs pénètrent prudemment dans une impressionnante chambre souterraine connue des initiés sous le nom des « usines de verre », un nom qui me rend que partiellement justice à sa beauté minérale à couper le souffle. Un explorateur chevronné, visiblement ému, a décrit de façon poétique ce qu'il a contemplé là-bas comme une soudaine et écrasante explosion de caramel rocheux cristallisé, à la fois délicat au toucher, potentiellement dangereux pour la préservation et absolument éblouissant pour l'œil humain, quel que soit l'angle sous lequel on l'observe. Les couches particulières d'un brun orangé intense qui recouvrent partiellement certaines sections des parois sous-marines proviennent, selon ce qu'ont déterminé les géologues après des analyses approfondies, de la poussière minérale très ancienne issue du désert du Sahara,
qui a été patiemment transporté par les courants océaniques sur des milliers de kilomètres et s'est finalement retrouvé piégé dans les cristaux sous-marins au fil des siècles et des millénaires. Numéro 1. Les cloches de l'enfer du Cenote. Au Mexique, une autre grotte cache une forêt, mais celle-ci est inversée. Pour l'atteindre, les plongeurs doivent descendre dans les eaux du Cenote. Au début, cela ressemble à un cénote comme les autres, un gouffre creusé dans la roche calcaire par le temps. Mais une fois la barre des 27 mètres franchie, l'eau s'épaissit. Une couche sulfureuse siffle sous le corps et puis, à mesure qu'on s'enfonce, d'autres formes commencent à apparaître. Des trônes cônes pendent du plafond. Ils ressemblent à d'immenses cloches de pierre, chacune mesurant entre 1,50 m et 2,40 m de l'eau. Elles oscillent doucement dans l'eau, silencieuses et fantomatiques, comme si elles attendaient de sonner. Les plongeurs les ont surnommées les cloches de l'enfer. Personne n'avait jamais rien vu de semblable. Lorsque le scientifique local Geronimo Avile a vu ces formations pour la première fois en 2011, il a su immédiatement que quelque chose clochait. Ce n'étaient pas des stalactites ordinaires. Elles étaient vivantes, regorgeant de bactéries et d'algues qui se nourrissaient du sulfure d'hydrogène remontant des profondeurs. À mesure que ce gaz toxique remonte, des organismes microscopiques s'en nourrissent. Ce faisant, il modifie la composition chimique de l'eau environnante, la rendant légèrement alcaline. Cela déclenche une précipitation lente et constante de gypse. Au fil des siècles, les cônes grandissent couche après couche. Chaque cloche est un monument vivant façonné par les microbes et le temps. Ce qui rend la cloche de Zapote unique, c'est sa taille et sa forme. Nulle part ailleurs dans le monde elles ne sont aussi grandes ni aussi parfaites. Certains scientifiques pensent que la forme de cloche est due au bulles de dioxyde de carbone piégé qui reminent dans l'eau, sculptant la base en flottant. Ce n'est que dans des conditions très spécifiques, le plafond de la grotte est plat et imprégné de cette couche toxique, que ces formations peuvent se développer. L'une des plus grandes cloches, connue simplement sous le nom de Big Mama, mesure 4 mètres sur 4. Au fond du cénote repose le tronc d'un arbre millénaire vieux de plus de 4500 ans. Il est là depuis si longtemps que de petites cloches ont poussé partout, avec des âges allant de 30 à 200 ans. Plonger parmi elles, c'est comme pénétrer dans un rêve. Tu es complètement entouré de pierres vivantes qui flottent dans une lumière émeraude. Chaque centimètre du plafond semble être vivant. Et même si l'endroit paraît immobile, il y a toujours du mouvement. Les microbes tourbillonnent dans la brume. La lumière scintille sur la courbe de chaque cloche et, tout autour de toi, le soufre te rappelle que cette beauté est mortelle. Rester trop longtemps n'est pas une option. L'air nocif peut irriter la gorge et te brûler les poumons. Les plongeurs doivent remonter rapidement. Retrouver l'air frais donne l'impression d'un miracle. Mais même à la surface, le souvenir persiste. Les cloches, le silence, la sensation que quelque chose d'ancien et de puissant oscille encore sous la jungle. Et puis, il y a le secret le plus profond de tous. Dans la mine de Neka, au Mexique, enfouie profondément sous le sol du désert, on a découvert une grotte de cristaux qui semble trop fantastique pour être réelle. Lorsque les mineurs Juan et Pedro Sanchez ont traversé un mur inondé en avril 2000, ils n'ont trouvé une immense salle remplie de cristaux plus grands que Védus. La grotte avait autrefois été sous l'eau, remplie de saumures riches en minéraux, chauffée par le magma des profondeurs. Cette eau, presque bouillante, à plus de 54 degrés Celsius, avait permis aux gypses de croître sans perturbation pendant un demi-million d'années. Lorsque les pontes de la mine ont finalement asséché l'espace, ce qui a été révélé a émerveillé le monde. Certains des cristaux de sélénite mesuraient plus de 11 mètres de long et 1 mètre d'épaisseur. Chacun ressemblait à un rayon de lumière figé, translucide et net. Ensemble, ils formaient une forêt de pierres, un lieu où les murs brillaient d'une pureté et d'une taille inimaginable. Mais parcourir cette merveille n'était pas chose facile. La chaleur à l'intérieur atteignait des niveaux mortels, avec 99% d'humidité et un air presque bouillant, on avait l'impression d'être piégé dans un sauna. Les scientifiques ont dû utiliser des combinaisons spéciales de refroidissement et, même ainsi, ils ne pouvaient rester là que 30 à 45 minutes d'affilée. Un instant de plus et le corps pouvait cesser de fonctionner. Malgré le danger, les équipes de recherche ont continué d'avancer.
Ils ont étudié les cristaux dans l'espoir de dévoiler les secrets de la formation de la Terre. Ils ont découvert que la pureté et la lente croissance des clyliens en faisaient des archives parfaites de l'histoire géologique. Mais les risques étaient trop grands. Finalement, la mine a été de nouveau scellée. Les pompes ont été arrêtées. L'eau est revenue, inondant la chambre et préservant les cristaux dans leur état naturel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.